Bonsoir à tous, un grand merci à Patrick Ramirez pour son invitation. Je tenais à dédier cette conférence à l'auteur catholique antilibéral Pierre Virion, qui m'a beaucoup apporté sur les deux thématiques qui vont être traitées ce soir, à savoir l'unification de l'Europe et la gouvernance mondiale. On va voir ensemble l'avancée en parallèle de ces deux projets. D'abord, les origines de cette construction européenne qui est absolument centrale dans l'avancée vers le nouvel ordre mondial. Nous allons voir d'où elle vient, ses différentes étapes, faits et dates à l'appui, et où elle mène. Idem pour la gouvernance mondiale. Dans les deux cas, nous allons constater la nature, l'essence talmudo-maçonnique de ces deux projets. Commençons par le fédéralisme européen. De hauts initiés francs-maçons en firent la promotion, ils en furent les initiateurs. Parmi eux, des agents mondialistes importants d'une renommée internationale comme Richard Coudenhove-Kalergi, Robert Schuman, Paul-Henri Spaak, Jean Monnet ou encore Joseph Ratzinger. Je reviendrai sur certains d'entre eux, un peu plus en détail. La plupart de ces personnalités appartenaient à des cercles mondialistes de haut rang. Tous furent des agents de la CIA, tous furent rémunérés par les États-Unis d'Amérique. Et d'ailleurs, le projet européen fut soutenu financièrement dès le départ par la CIA d'Allen Dulles, de la famille Dulles qui est liée par le sang d'ailleurs à la famille Rockefeller. Ce sont ces familles qui ont la main sur les services de renseignement aux États-Unis d'Amérique. Ce projet européen fut aussi soutenu, financé par les fondations Ford et Rockefeller, c'est-à-dire la même équipe en gros, articulée autour de la famille Rockefeller et de ses associés. Le but commun à toutes les personnalités que j'ai rapidement mentionnées, ce fut d'unifier l'Europe avant d'unifier le monde. Ceci est un principe fondamental à retenir lorsqu'on étudie cette question. Dès le départ, le but fut d'établir des États-Unis d'Europe, comprendre une Europe sous la tutelle des États-Unis d'Amérique, tel que le proposa dès les années 1920, Richard Coudenhove-Kalergi, puis par la suite, Winston Churchill, Konrad Adenauer et même le général de Gaulle en France. Mais le fédéralisme européen remonte encore plus loin qu'aux années 1920, puisque au XIXe siècle, le haut initié Rose-Croix Saint-Yves d'Alvèdre avait écrit ceci: « Les États-Unis d'Europe, pour les Américains, oui, pour les Européens, non. » Un peu plus tard, lors du congrès maçonnique de juin 1917, à la rue Cadet, convoqué donc par le Grand Orient de France, à Paris, on pouvait lire dans le compte rendu « La Fédération des États-Unis d'Europe par la liberté et le droit, comment atteindra-t-on ce but? Suppression de tout despotisme et règlement des contestations internationales par voie d'arbitrage. » Cet arbitrage international devait être confié par la suite aux Nations Unies. Quant à la suppression de tout despotisme, dans le jargon maçonnique, c'est toute autorité, c'est-à-dire chef d'État nationaliste ou par le passé les monarchies chrétiennes de droit divin. Encore un peu plus tard, en 1946, le franc-maçon haut degré anglais Winston Churchill, qui était à la tête, donc qui était Premier ministre de l'Angleterre et qui appartenait d'ailleurs à la société secrète de la Pilgrim Society, secrète mais très influente société secrète, Churchill avait déclaré « Sous la direction et dans le cadre des Nations Unies, nous devons recréer la famille européenne dans un cadre régional qui s'appellera les États-Unis d'Europe. » L'origine officielle de cette Europe, c'est 1922, avec Richard Coudenhove-Kalergi, qui fonda le mouvement pan-européen à Vienne, en Autriche. Son projet pan-européen fut soutenu par la maison Rothschild, la famille Warburg, particulièrement Max Warburg, à hauteur de 60 000 marks or, ce qui était quand même une somme pour l'époque. L'année d'après, en 1923, le même Coudenhove-Kalergi publia son livre intitulé Pan-Europe. Et que remarque-t-on sur la couverture de son livre? Le logo de la Rose-Croix, c'est-à-dire une croix rouge sur un soleil. 3 ans plus tard, en octobre 1926, s'est tenu le premier congrès pan-européen, encore à Vienne, en Autriche, qui fut présidé par le franc-maçon tchèque
Bénès. Et que retrouve-t-on sur l'affiche de ce premier congrès pan-européen, que j'ai d'ailleurs dans mes documents, hein, que je peux mettre sur la place publique? Le même écusson rose-croix que l'on retrouvait déjà sur la couverture du livre de Richard Koudonov-Kalergi. Il y eut 2000 participants lors de ce premier congrès pan-européen, dont de nombreux francs-maçons d'ailleurs, et 24 nations furent représentées. Ce fut en quelque sorte le coup d'envoi officiel de l'unification de l'Europe. Pour l'anecdote, il y eut d'autres congrès pan-européens par la suite. Par exemple, le troisième congrès pan-européen, c'était en 1932 à Bâle, là où siège la Banque des règlements internationaux, la BRI. Autre anecdote, le franc-maçon français Aristide Briand, qui était à l'époque le ministre des Affaires étrangères, fut le président d'honneur de ce mouvement pan-européen. Et aujourd'hui, au sein même du Parlement européen à Strasbourg, il existe un groupe pan-européen qui est très discret, mais qui revendique encore une gouvernance européenne supranationale. Mais l'objectif derrière ce projet européen qui est politico-économique, c'est, dans l'esprit du judaïsme, d'anéantir les identités et d'uniformiser l'individu. Et d'ailleurs, sous couvert de protection des minorités, la Commission européenne à Bruxelles applique ce plan à la lettre. Elle encourage le brassage ethno-culturel, le multiculturalisme. En 1925, le juif franc-maçon Richard Koudonov-Kalergi a écrit dans son livre « L'idéalisme pratique », je cite, « Nous, les juifs, avons l'intention de transformer l'Europe en une race métisse d'asiatiques et de noirs dominée par les juifs. L'homme du futur sera de race métisse. Les races et les classes sociales d'aujourd'hui disparaîtront graduellement par l'élimination de l'espace, du temps et des préjugés. La race du futur sera eurasienne et négroïde, semblable à celle de l'Égypte ancienne. Elle remplacera la diversité des peuples et des individus. » Et Richard Koudonov-Kalergi ajoutait « La chute de l'Empire des papes a permis la naissance de l'idée d'une fédération européenne laïque. » Donc, dans son esprit, l'Europe devait devenir un État fédéral, laïque, c'est-à-dire maçonnique, suite à la chute de la papauté. Dans le même esprit, l'ancien directeur de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, Georges Brock Chisholm, avait déclaré « Ce que les peuples doivent faire, c'est limiter le taux des naissances, la natalité, et promouvoir les mariages mixtes entre races différentes. Cela permettra la création d'une race unique dans un monde dirigé par une autorité centrale. » Donc, qu'il s'agisse de Chisholm, de Koudonov-Kalergi et de bien d'autres parmi leurs co-régionnaires comme Jacques Attali, Guy Sormand, Edgar Morin, Vincent Cespedes, etc. Tous font la promotion du cosmopolitisme, du métissage, du multiculturalisme et de la globalisation. Voyons maintenant les principaux pères de l'Europe. J'en ai relevé 3. À commencer par Richard Koudonov-Kalergi, donc juif franc-maçon, né d'un couple austro-japonais. Son père était d'ailleurs un proche de Theodor Herzl, le fondateur officiel du sionisme politique. Richard Koudonov-Kalergi avait pour patrie l'Europe. Il baigna très tôt dans cette idéologie du multiculturalisme. Il peut être considéré comme le père de l'unification européenne. Il fut reçu à l'Élysée par le général de Gaulle. Il fut même un des principaux conseillers à son époque du général de Gaulle qui, je vous le rappelle, en 1943 a quand même rétabli à la fois la République et la franc-maçonnerie. Il a aussi rétabli le décret Crémieux d'ailleurs. Donc, général de Gaulle, grand homme en France, il faut quand même revoir un petit peu son jugement. Deuxième personnalité, père de l'Europe incontournable, c'est Jean Monnet, européiste franc-maçon à la solde de la banque Lazare Frères, c'est-à-dire émissaire de la branche anglaise de la firme Lazare, proche d'Edward Mandelhaus, qui fut le conseiller financier du président Woodrow Wilson aux États-Unis.
Jean Monnet fut un membre éminent du Council on Foreign Relations, le CFR, mais aussi du Club Bilderberg, ou encore de la Commission trilatérale, c'est-à-dire des plus grands lobbies mondialistes. Et Jean Monnet lui-même, au milieu du XXe siècle, fut un agent mondialiste important au service de la Banque Lazare. Et le troisième et dernier père de l'Europe qui est à mes yeux incontournable, c'est Joseph Ratzinger. Juif franc-maçon, d'abord agent des services secrets polonais, proche d'Edouard Mandelhaus et de Richard Koudonov-Kalergi, on retrouve les mêmes, hein, la même équipe, membre de la Société Fabienne, la Fabian Society, donc social-démocrate dans le registre à François Mitterrand, à Tony Blair, à Bill Clinton, hein, toutes ces personnalités socialistes et toutes franc-maçonnes au degré. Cofondateur du club Bilderberg, Ratzinger, en 1954, à l'hôtel Bilderberg à Oosterbeek, aux Pays-Bas, avec David Rockefeller et le prince Bernard de Hollande. Fondateur aussi de la LIS, la Ligue indépendante de coopération européenne, donc toujours Ratzinger, et puis principal organisateur du congrès de la Haye en 1948, sur lequel je vais revenir dans un instant. Ce fédéralisme européen s'accompagne d'une régionalisation de l'Europe. Le but est d'établir d'une Europe des régions au détriment des souverainetés nationales, avec une domination qui est supranationale et une mise en avant des provinces, de telle sorte que les États-nations soient pris en sandwich entre les deux et qu'ils soient progressivement vidés de leur pouvoir et même de leur substance. Cette construction européenne date officiellement de 1950 avec la déclaration Schuman de Robert Schuman, qui était à l'époque le ministre des Affaires étrangères. Donc, la déclaration Schuman en mai 1950. Et cela coïncide d'ailleurs, 1950, avec une déclaration que l'on doit au baron de Rothschild, qui avait dit « Le verrou qui doit sauter, c'est la nation ». Et cela coïncide aussi avec une autre déclaration, la même année, que l'on doit à James Paul Warburg, le fils de Paul Warburg, qui fut à l'origine de la Federal Reserve aux États-Unis, et aussi à l'origine du Council on Foreign Relations. Et James Paul Warburg avait déclaré « Nous aurons un gouvernement mondial. La question est de savoir si nous l'aurons par la force ou par le consentement. » Et c'est tout le rôle des médias, par ailleurs, de nous faire accepter ce nouvel ordre mondial, qu'on l'ait par le consentement et non par la force. Mais juste avant les années 50, il y eut en 1848 le fameux congrès de la Haye, aux Pays-Bas, qui fut intitulé le congrès de l'Europe. Ce fut un temps fort du fédéralisme européen. Winston Churchill fut le président d'honneur de ce congrès, Joseph Ratzinger le principal organisateur, Jean Monnet, Léon Blum et François Mitterrand prirent part à ce congrès de l'Europe, dont on retiendra surtout la 7e résolution, qui nous indique que la création d'une Europe unie doit être considérée comme un pas essentiel vers la création d'un monde uni. Donc toujours cette idée d'unifier l'Europe avant d'unifier le monde, dans le plus pur esprit d'ailleurs du judaïsme. 10 ans plus tard, 1er janvier 1958, le traité de Rome qui fonda la Communauté économique européenne, donc bien avant la CEE et l'Union européenne. Et c'est dans les années 50 que fut créé le fameux prix Charlemagne. Prix Charlemagne qui est décerné chaque année à une personnalité politique de premier plan qui a œuvré pour cette unification de l'Europe. Le premier à avoir reçu le prix Charlemagne fut en 1950 Richard Koudonov-Kalergi. Il y eut par la suite Jean Monnet en 1953, Winston Churchill en 1955, le Premier ministre belge Paul-Henri Spaak en 1957, l'année d'après Robert Schuman en 1958, c'est-à-dire 8 ans après la déclaration Schuman. Il y eut aussi la juive franc-maçonne du Bnei Brit et avorteuse Simone Weil en 1981, le banquier de Wall Street Henry Kissinger, aussi du Bnei Brit d'ailleurs, en 1987, François Mitterrand en 1988, c'est-à-dire 40 ans après avoir participé au congrès de la Haye et à l'aube de son second mandat présidentiel.
Le social-démocrate et franc-maçon au degré Tony Blair en 1999, le président des États-Unis d'Amérique Bill Clinton en 2000, il était président des États-Unis d'Amérique quand il a reçu le prix Charlemagne, Valéry Giscard d'Estaing en 2003, prix spécial en 2004 à Jean-Paul II. Donc construction européenne, projet purement maçonnique, et prix Charlemagne décerné aux dirigeants de l'Église romaine. Je crois que cela se passe de commentaires. Le luxembourgeois Jean-Claude Juncker, qui est l'actuel président de la Commission européenne à Bruxelles en 2006, l'a reçu en 2006. La chancelière Angela Merkel, pro-immigrationniste, en 2008. Le banquier Jean-Claude Trichet en 2011. Jean-Claude Trichet fut le dirigeant de la Banque Centrale Européenne. Il est l'ex-gouverneur de la Banque de France. Il est à la tête actuellement de la Trilatérale Europe. Jean-Claude Trichet est une personnalité qui a bien plus de pouvoir que les marionnettes de la politique de l'UMP et du PS. Ça, il faut bien en prendre conscience. Herman Van Rompuy l'a reçu en 2014, l'année dernière, et puis cette année, l'Allemand Martin Schulz, qui est l'actuel président du Parlement européen à Strasbourg. En France, nous avons un cas très intéressant, c'est celui de Jacques Chirac. Jacques Chirac qui, en 1979, s'est vivement opposé à l'Europe et qui, lors d'un discours, dans un meeting, a remarquablement déclaré, je cite, « Cette Europe de l'impuissance, cette Europe ouverte comme une passoire à toutes les crises du monde, cette Europe non européenne, mais dominée par les intérêts germano-américains, plus américains que germano, soit dit en passant. Cette Europe du chômage importé, cette Europe mollusque, sans corps et sans dessein véritable, cette Europe où les sociétés multinationales dictent leurs lois aux États, cette Europe où la France serait engluée comme dans un marécage, je le dis avec calme et détermination, cette Europe-là, nous ne l'accepterons jamais. » Et pourtant, en 1998, le même Jacques Chirac tint un tout autre discours puisqu'il se ravisa et se coucha littéralement en faisant l'éloge de l'euro dans un espace européen ouvert, dit-il, et il ajoutait, et là avec beaucoup moins de conviction, face caméra, l'Europe est déjà une longue histoire, elle est encore un long chemin, de plus en plus elle sera notre quotidien. La création de l'euro ouvre une ère nouvelle. L'euro va changer l'Europe et d'abord les mentalités. Pour nous, Français, c'est une chance. Tout comme pour Julien Drey, l'immigration est une chance pour la France. On n'y croit pas trop. L'euro nous apportera plus de choix dans nos achats, des prix plus bas, de nouvelles parts de marché, de nouveaux emplois. Or, c'est exactement l'inverse qui est arrivé. Il nous apportera plus de stabilité, ce qui est encore faux, dans un monde incertain. Et là, c'est vrai, nous vivons en effet dans un monde très incertain sous la domination judéo-maçonnique. Ce qui est intéressant de relever, c'est que la première déclaration de Jacques Chirac, c'est en 1979, vivement opposé à l'Europe. Et en 81, c'est Mitterrand qui a été élu, et même en 88. Et là, en 1998, c'est lorsque Jacques Chirac était aux affaires. Il était président de la France. Nous avons un autre cas très intéressant. En 1989, lors d'une réunion à la commission trilatérale, selon le russe Vladimir Boukhovski, Valéry Giscard d'Estaing aurait déclaré, ça n'a jamais été démenti, à Mikhail Gorbatchev, donc l'ex-président de l'URSS, et c'est en 1989, c'est au moment de la chute du mur de Berlin. Donc Valéry Giscard d'Estaing a déclaré « Monsieur le Président, je ne peux pas vous dire exactement quand cela va avoir lieu, probablement au cours des 15 prochaines années, mais l'Europe va devenir un État fédéral et vous devez vous y préparer. » Or, cette Europe a été créée officiellement en 1993. Et Giscard d'Estaing avait dit dans les 15 prochaines années. Il avait dit ça en 1989. Et en effet, cette Europe est devenue un État fédéral maçonnique sous contrôle américain. Et donc aujourd'hui, nous avons en effet une Union européenne qui a été fondée à Maastricht en 1993, qui a été élargie à 28 États européens. Donc c'est un bon moyen, concrètement, pour les États-Unis d'Amérique et Israël d'avoir le contrôle et la mainmise sur 28 États à la fois. Et donc cette Union européenne est clairement un gouvernement centralisé qui est composé de technocrates n'ayant aucune légitimité démocratique,
Ce qu'il est intéressant de relever, c'est que donc d'un côté, nous avons la Commission européenne à Bruxelles et de l'autre, le Parlement européen à Strasbourg. Les députés qui siègent au Parlement européen sont élus selon le scrutin proportionnel. C'est la raison pour laquelle vous avez des membres du Front National à Strasbourg et pas à Bruxelles. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle le Front National ne s'est jamais franchement opposé à cette Europe. Et de l'autre côté, nous avons la Commission européenne à Bruxelles, qui est, elle, composée de technocrates, qui est dominée par une caste de technocrates non élus. Et c'est cette caste de technocrates qui a le pouvoir législatif. Ce sont ces technocrates qui ont le pouvoir de légiférer et non ceux qui sont élus à Strasbourg. Je pense que c'est un point important à retenir. L'Union européenne est donc une entité supranationale qui est sous contrôle des États-Unis, et ce au détriment des souverainetés nationales. Mais si on va plus loin, qui pilote l'Union européenne? Certes, les États-Unis d'Amérique, mais qui pilote les États-Unis d'Amérique? Des lobbies, le CFR, les PAC notamment, qui est le bras financier de la secte juive maçonnique du Mnaï-Brit, qui est elle-même le service des renseignements de la maison Rothschild. Donc, si on va un peu plus loin, Union européenne sous la tutelle des États-Unis d'Amérique, qui sont eux-mêmes sous la domination d'un pouvoir occulte basé aux États-Unis à la Federal Reserve, à Wall Street. Point très important à retenir, 4/5 des décisions des gouvernements en Europe proviennent des directives de l'Union européenne. Les gouvernements des nations ne font que valider ces directives qui correspondent fidèlement aux projets politiques de nature talmudo-maçonnique qui visent l'asservissement des populations, donc en les tirant socialement vers le bas, par le biais de crises, avec le dumping social, mais aussi par le biais de l'immigration-invasion. En France, nous avons eu le regroupement familial dans les années 70. Puis par la suite, la suppression des frontières avec l'accord Schengen en 1985. Et puis aujourd'hui, tout politique confondu, de gauche comme de droite, nous disent qu'il faut, et médias alignés, nous disent qu'il faut accepter massivement les réfugiés, les migrants, nous dit-on. Donc cette politique immigrationniste est encensée, promue, encouragée par les Nations Unies comme l'Union européenne, et cela s'accompagne aussi d'une promotion de l'antiracisme, de la diversité, du multiculturalisme, afin de dissoudre les identités nationales. Et si on ajoute tout bout à bout, asservissement des populations qui sont tirées vers le bas, dumping social, immigration-invasion, dissolution des identités, destruction des nations, on va y venir, cela est l'application concrète des sulfureux protocoles des sages de Sion. Ce projet européen est-il démocratique? Est-il voulu par le plus grand nombre? Eh bien non, dans le cas de la Grèce, qui récemment a dit non à l'Europe, le 5 juillet dernier. Non aussi en France, non aux Pays-Bas, non en Islande. Pour rappel, le peuple français, en 2005, avait dit non à cette constitution européenne à hauteur de 55%, par la voie d'un référendum. Mais cela n'a pas empêché M. Nicolas Sarkozy de faire passer le traité de Lisbonne. Et c'est comme si le peuple français, au final, avait voté oui à cette constitution européenne. Donc, dans ce cas précis, nous avons clairement l'exemple de la trahison du principe de démocratie par les apôtres de la démocratie que sont nos élites maçonniques. L'Union européenne est en quelque sorte l'Union soviétique du XXIe siècle. Et cette habile remarque, nous la devons au Russe Vladimir Boukhovski, qui l'a formulée dans son livre « L'Union européenne, une nouvelle URSS », où il démontre les similitudes entre ces deux institutions, ces deux projets, dominés par une poignée de technocrates, où on est donc dans une domination qui est supranationale, et non pas dans l'intérêt des nations et des peuples, et qui vise l'asservissement des populations vers le bas. Ce que nous vivons, c'est une autre forme de communisme, en quelque sorte. Parmi les technocrates de l'Union européenne, comme de la Banque centrale européenne, c'est la même équipe, nous retrouvons des banquiers.
et particulièrement des émissaires de la banque Goldman Sachs. Banque Goldman Sachs, dont l'ancêtre est la célèbre Kubler & Co. du juif franc-maçon israélite Jacob Schiff, qui fut le principal financier de la révolution bolchevique en 1917, afin d'opérer une subversion contre la monarchie chrétienne du tsar Nicolas II. Et parmi ces émissaires de la banque Goldman Sachs, nous retrouvons des Italiens. L'Italien Mario Draghi, qui fut le président de la Banque Centrale Européenne et qui est l'actuel gouverneur de la Banque d'Italie. L'Italien Mario Monti, qui siège au Parlement européen et qui est l'actuel président du Conseil des ministres en Italie. L'Italien Romano Prodi, qui fut président de la Commission européenne à Bruxelles de 1999 à 2004. Donc ces Italiens, en gros, hein, vous l'avez vu, notamment Draghi et Monti, sont envoyés par Goldman Sachs pour s'occuper du cas italien, tout simplement. Nous avons aussi le grec Loukas Papadimos, qui fut gouverneur de la Banque de Grèce, qui est l'actuel vice-président de la Banque Centrale Européenne et qui est le Premier ministre de la Grèce. Donc envoyé de Goldman Sachs pour s'occuper du cas grec. Nous avons aussi le juif irlandais Peter Sutherland, qui est un ponte du club Bilderberg et de la commission trilatérale. Donc un mondialiste très important, assez méconnu, mais très influent, que l'on retrouve aussi dans le cartel bancaire et le cartel pétrolier de la British Petroleum, et qui est aussi à la tête du think tank mondialiste, le Transatlantic Policy Network. Le rôle concret de ces agents de Goldman Sachs, c'est de détruire la zone euro et de faire dans l'intérêt du dollar et de la politique monétaire de la Fédérale Réserve. Et d'ailleurs, la Banque Centrale Européenne, auparavant Trichet, ne fait qu'appliquer les directives de la Fédérale Réserve. Le but non avoué de ce projet européen, c'est la destruction des nations. Comment? Par deux moyens radicaux. Le premier, le plus efficace, par le biais de la dette souveraine, en fomentant des crises financières. Le second, c'est par le biais de l'immigration-invasion, afin d'opérer une substitution de population, un remplacement même de population. En France, nous avons Jacques Attali qui, face caméra sur iTélé, avait déclaré que 100 000 immigrés de plus par an en France, c'est insuffisant. Il en faudrait 300 000 parce que, selon lui, cela relancerait la croissance, ce qui est faux, totalement faux. Et puis, à l'échelle mondiale, le Attali, mais plus costaud et plus influent dans la haute finance, nous avons George Soros qui, récemment, aux côtés de son co-religionnaire Bernard-Henri Lévy, a déclaré, a exigé même, que l'Europe doit accepter au moins 1 million de demandeurs d'asile par an. L'Union européenne devrait donner 15 000 euros, donc sur notre argent, bien évidemment, pas sur le sien, c'est pas de sa poche, vous en doutez. Donc l'Union européenne devrait donner 15 000 euros par demandeur d'asile pendant les 2 premières années afin de leur assurer un logement, des soins et une éducation. Donc les Français eux-mêmes n'ont pas forcément un bon logement, des soins et une éducation. Mais pour ces réfugiés, dont on ne sait pas trop d'ailleurs d'où ils viennent, et qui sont généralement pas forcément catholiques d'ailleurs, il faut absolument donner cet argent pour un logement, des soins et une éducation. Entrer dans l'Europe est un guet-apens, car n'importe quelle nation peut couler à tout moment dans la tenaille FMI, Fonds monétaire international, dirigé actuellement par Christine Lagarde, auparavant par Dominique Strauss-Kahn, FMI, Banque Centrale Européenne, Union Européenne. Nous avons eu les cas de l'Irlande, de la Grèce, de l'Espagne. Le principe est très simple. Toutes les nations sont plus ou moins endettées. Pour rembourser cette dette, qui est impossible à rembourser d'ailleurs, le FMI arrive et dit, voilà, je vous prête pour rembourser cette dette, mais à certaines conditions. Et ces conditions sont des mesures d'austérité absolument draconiennes. Et nous avons le cas de l'Irlande, par exemple, où ce qui a été imposé, c'est 15 milliards d'euros de restrictions budgétaires, suppression d'emplois dans le secteur public, hausse des impôts, hausse du chômage et baisse des allocations familiales. D'un coup, avec de pareilles mesures sociales,
généralement, on n'est pas très loin de la guerre civile et du chaos. Et c'est ce qui s'est passé dans certaines villes d'Espagne, de Grèce et d'Irlande. Mais l'aboutissement, la concrétisation politico-économique de ce projet européen, c'est le TAFTA, les accords de libre-échange transatlantiques qui, s'ils venaient à se mettre en place, définiraient des normes internationales dans la mondialisation. Ce grand marché transatlantique dont on parle de plus en plus serait un immense supermarché planétaire, sans aucune barrière, sans aucune contrainte pour les cartels, ni protectionnisme national. En gros, le monde serait un grand supermarché où les nations n'auraient plus aucun mot à dire. Tous nos oligarques, ou presque, les plus importants, les plus influents, les vrais décideurs, sont européistes. Mais tous sont aussi mondialistes. Et la transition est toute trouvée avec la gouvernance mondiale, dont l'organisation centrale et les Nations Unies. Nations Unies dont l'ancêtre est la Société des Nations qui date de 1919, tout comme le traité de Versailles. On retrouve 3 hommes parmi les fondateurs de cette Société des Nations. Le président des États-Unis d'Amérique, Woodrow Wilson. Edward Mandell House, qui fut son conseiller financier. Et puis, le français Léon Bourgeois, qui fut le premier président de la Société des Nations. Ces 3 personnalités étaient des francs-maçons haut degré. Edward Mandell House appartenait à la haute maçonnerie des Masters of Wisdom. Il fut mandaté par les dirigeants du cartel bancaire pour créer cette Société des Nations. Dès le départ, il y eut une donation par John Davison Rockefeller à la Société des Nations. John Davison Rockefeller était à la tête du cartel pétrolier depuis la fin du 19e siècle. Et d'ailleurs, le siège de la Société des Nations à New York se trouve sur un terrain qui appartenait à John Davison Rockefeller. Cette Société des Nations fut dès le départ antidémocratique. Elle fut rejetée par le peuple américain, dans un premier temps. Et c'est à la même époque, au tout début des années 20, que se structura l'empire anglo-américain, avec le Council on Foreign Relations, le CFR, qui définit la politique étrangère des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire lorsque éclatent des guerres dans le monde, lorsque l'OTAN amène ses troupes. Ça a été auparavant décidé au Council on Foreign Relations par Zbigniew Brzezinski. Et de l'autre côté, en Angleterre, à Londres, la Chatham House, qui est le pendant du CFR. Et CFR et Chatham House sont des émanations de la Round Table du richissime Cecil Rhodes, qui avait fait fortune dans le diamant et qui était un proche associé de la maison Rothschild. Pour plus d'informations sur le CFR, la Chatham House, la Round Table et plus généralement sur les sociétés secrètes, je renvoie volontiers vers un très bon livre de Jacques Bordiot, Une main cachée dirige, et puis aussi, puisque ce sujet est traité en long et en large, dans mon dernier livre, Le complot contre Dieu. L'histoire officielle retiendra que la Société des Nations et le traité de paix de Versailles ont été établis pour qu'il y ait la paix dans le monde suite à la Première Guerre mondiale, grande guerre qui devait mettre fin, soi-disant, à toutes les guerres. Or, cette Société des Nations est surtout une création maçonnique et ce n'est pas le franc-maçon Pierre Mariel qui me contredira puisqu'il déclarait en son temps que la Société des Nations fut essentiellement une création maçonnique et son premier président fut un franc-maçon français, Léon Bourgeois. Mais si on creuse un peu, si on va encore plus loin dans cette idée d'une création supranationale, cette Société des Nations, création maçonnique, on constatera qu'en janvier 1917 s'est tenu un congrès maçonnique à Locarno en Suisse où il était déjà question d'un nouvel ordre mondial sur la base de la Société des Nations. Et quelques mois plus tard, s'est tenu en juin 1917 le congrès maçonnique à Paris, à la rue Cadet, convoqué par le Grand Orient, et ce, afin d'établir le traité de paix de Versailles et la Société des Nations par la suite, donc 2 ans après, en 1919.
Et c'est un document dévoilé par Léon de Poncin dans cette brochure éditée aux éditions Saint-Rémy et intitulée « Société des Nations, super État maçonnique » qui nous apprend, document officiel, que des loges du monde entier se sont réunies à Paris en juin 1917, de l'Europe entière, mais aussi des États-Unis d'Amérique, puisque les loges de l'Ohio et de l'Arkansas furent représentées. Et dans cette brochure, le compte rendu de cette réunion nous apprend que ce congrès aura pour mission de rechercher les moyens d'arriver à la constitution de la Société des Nations, donc 2 ans avant qu'elle soit fondée. On nous parle aussi d'établir l'humanité sur des bases nouvelles, donc toujours ce nouvel ordre, cet ordre op chaos, qui est d'ailleurs la devise de la franc-maçonnerie. Le franc-maçon haut degré André Lebet, qui était à l'époque le président du Grand Orient de France, avait déclaré « Nous couronnerons l'œuvre de la Révolution française ». Révolution de 1789, pour rappel, complot 100% maçonnique contre la monarchie chrétienne du roi Louis XVI. Le même André Lebet participa activement au traité de Versailles. Donc on retrouve les mêmes personnalités maçonniques à l'origine de la Société des Nations et du traité de Versailles. Le franc-maçon du 33e degré, Corneau, avait quant à lui déclaré qu'il est indispensable de créer une autorité supranationale, comprendre supranationale, comme les Nations Unies. Le franc-maçon Peigné avait lui déclaré que les principes éternels de la franc-maçonnerie sont entièrement conformes à ceux de Woodrow Wilson, qui représente l'idéal même de la franc-maçonnerie. Wilson qui était franc-maçon du 33e degré. Et d'ailleurs, la formule du congrès maçonnique de juin 1917, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, cette formule fut reprise mot pour mot publiquement par la suite par Woodrow Wilson. Selon André Lebet, toujours dans ces documents, dans ce compte-rendu de ce congrès maçonnique, lors de la guerre 14-18, se sont affrontés la démocratie contre l'impérialisme, la liberté contre l'autorité et la vérité contre le mensonge. Donc, grâce à ces francs-maçons-là, nous avons la liberté, la vérité. Bon, quelle vérité on cherche encore, mais bon. Et selon la charte de ce même congrès, ne sont libres que les peuples vivant en démocratie. Donc voilà, depuis les années 20, nous vivons en démocratie, donc nous sommes libres. Mais auparavant, donc ceux qui ne vivaient pas sous une démocratie, avec un chef d'État nationaliste par exemple, ou du temps d'une monarchie, eux, ils n'étaient pas libres. Bon. Or, cette démocratie est une grosse escroquerie, puisque le suffrage universel est en fait un mensonge universel, et que ce sont des puissances financières qui le dominent. Donc cette démocratie est en définitive une plutocratie, et si l'on va encore plus loin, cette plutocratie est une judéocratie. Le traité de Versailles fut établi sous l'autorité de 3 personnes, l'américain Woodrow Wilson, que je ne présente plus, l'anglais Lord George et le français Clemenceau. Ce fut le premier traité où Dieu ne fut pas mentionné. Le traité de Versailles fut dirigé contre l'Autriche-Hongrie catholique, et ce, afin de faire les intérêts de la Tchécoslovaquie. Et on retrouvait une personne très influente à la manœuvre à cette époque, le franc-maçon tchèque Beneš, qui fut par ailleurs le président de la Société des Nations. Le traité de Versailles dirigeait aussi plus généralement contre les dynasties, les monarchies chrétiennes, et particulièrement la famille Habsbourg. Traité de Versailles qui prône la démocratie au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, donc comme la Société des Nations. Le but de la manœuvre, après la Première Guerre mondiale, où on est à un moment crucial du XXe siècle, ce fut de liquider les 2 principaux fiefs de la chrétienté en Europe, à savoir l'Autriche-Hongrie et la Russie du tsar Nicolas II, par le biais de la révolution bolchevique. L'autre but de la manœuvre fut d'instaurer une fausse paix dans le monde par la démocratie. La Société des Nations échoua par la suite dans les années 1940. Il y eut auparavant diverses réactions nationalistes, surtout dans les années 30, dont on vous dira d'ailleurs que ce sont les heures sombres de l'histoire.
avec années 30 où, avec diverses réactions nationalistes, on constatera que toutes avaient pour point commun, malgré leurs divergences, de proscrire les sociétés secrètes, la franc-maçonnerie, sur le sol national. Que ce soit Codreanu en Roumanie, que ce soit Salazar au Portugal, que ce soit Franco en Espagne, que ce soit Hitler avec le national-socialisme en Allemagne, et même aussi en France, avec la parenthèse vichiste du maréchal Pétain. Mais cette Société des Nations revint sous une autre forme suite à la Seconde Guerre mondiale, précisément en novembre 1945 avec la création de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui, sous couvert d'égalité des nations et de pseudo-neutralité, est, tout comme la Société des Nations, une organisation internationale en vue d'une gouvernance mondiale. Concrètement, l'ONU est l'instrument de domination de l'empire des États-Unis et d'Israël, et donc de la haute finance apatride, que l'on retrouve à la fois à la Federal Reserve aux États-Unis, à la City à Londres, en Angleterre, dans les banques centrales de diverses nations, et puis surtout à Bâle, en Suisse, avec la Banque des règlements internationaux, la BRI, qui est la banque centrale des banques centrales, où se retrouvent uniquement des membres des banques centrales. Donc là, c'est vraiment les émissaires des Goldman Sachs. Vous avez par exemple le dirigeant de la Banque Centrale Européenne, les dirigeants de la JP Morgan, de Goldman Sachs. Et là, il n'y a aucun représentant politique, c'est ça qu'il faut bien retenir, à la BRI. L'ONU, peu après sa création, décida en 1947 que la Palestine serait scindée en deux États, l'un juif, l'autre arabe. Donc, dès ses débuts, l'ONU fit dans les intérêts du sionisme international. Ce que certaines personnalités vous diront dans les médias alignés, donc où certaines vérités autorisées passeront parfois, c'est que Israël bafoue les résolutions de l'ONU. Ce qui est vrai. Sauf que l'ONU, ce n'est pas la solution, mais le problème. Car l'ONU est un instrument pour cette hégémonie de l'empire atlantiste et sioniste. Le vrai pouvoir de l'ONU, c'est la secte luciférienne Lucy Trust, qui s'appelait au départ d'ailleurs Lucifer Trust, qui a été fondée en 1922 à New York par la franc-maçonne haut degré féministe et théosophe Alice Bailey, qui était elle-même une disciple de la juive franc-maçonne haut degré féministe et théosophe ukrainienne Elena Petrovna Blavatsky. Parmi les personnalités importantes de la Lucy Trust actuellement, on retrouve l'ancien président de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, qui fait ouvertement la promotion du New Age. La Lucy Trust... Alors, la Lucy Trust a officiellement un statut consultatif à l'ONU, mais elle est le vrai pouvoir occulte de l'ONU. Tout comme d'ailleurs la secte satanique des Skull and Bones est une puissance occulte au sein du Council on Foreign Relations, le CFR. Cette Lucy Trust, qui est une secte luciférienne, fait la promotion de l'idéologie luciférienne et antichrétienne du New Age. À l'origine de la Lucy Trust, on retrouve Alice Bailey, théosophe, franc-maçonne au degré, du 33e degré, qui elle-même était une disciple de la juive franc-maçonne au degré théosophe, d'ailleurs qui avait fondé la société théosophique, Elena Petrovna Blavatsky, de nationalité ukrainienne. Pour terminer sur la Lucy Trust, elle prône un gouvernement mondial et une religion unique universelle, donc un syncrétisme religieux. Voyons maintenant l'UNESCO, qui est l'ONU dans l'éducation, la science et la culture. UNESCO comme ONU, qui font la promotion d'idéologie maçonnique. L'ONU prône une société sans Dieu, un naturalisme politique auquel nous avons droit
depuis 1789, avec la révolution dite française de 1789, à travers la Déclaration des droits de l'homme, qui sont Jésus-Christ mis hors la loi. L'UNESCO prône une éducation, un enseignement sans Dieu, laïciste et antichrétien. Pour preuve, la charte de l'ONU proclame la foi dans les droits fondamentaux de l'homme et non dans les devoirs de l'homme envers Dieu. L'ancêtre spirituel de l'UNESCO, c'est officiellement Comenius, de son vrai nom Jan Komensky, qui était un protestant rose-croix de nationalité tchèque du XVIIe siècle qui, déjà à son époque, prônait une Europe unifiée et un super gouvernement mondial. Pour plus d'informations là-dessus, je renvoie à la lecture de l'excellent livre de Pierre Virion, Bientôt un gouvernement mondial. Le premier directeur de l'UNESCO fut Julian Huxley, le frère d'Aldous Huxley, qui a écrit le célèbre ouvrage Le meilleur des mondes. Julian Huxley était un franc-maçon haut degré, eugéniste, mais aussi évolutionniste, donc darwiniste, qui fit la promotion du syncrétisme religieux, tout comme la Lucy Trust. L'ONU est une institution maçonnique qui, selon le franc-maçon Pierre Mariel, est presque entièrement composée de francs-maçons. L'ONU est née de la conférence de San Francisco en 1945, où l'on notait une omniprésence de membres du Council on Foreign Relations, du CFR, mais aussi de la secte juive maçonnique du Bnai Brit. Ce qui n'est pas très étonnant, membre du CFR dès ses débuts à l'ONU, puisqu'on retrouve à l'origine de l'ONU comme du CFR les mêmes personnes. Rappelez-vous, Paul Warburg et Edward Mandell House. L'ONU fut appuyée financièrement à ses débuts par le Council on Foreign Relations, la même équipe. L'ONU prône la liberté et l'égalité religieuse, l'union des religions, le dialogue interreligieux, et ce, afin d'établir une contre-église œcuménique. Et pour reprendre les termes de Pierre Virion, une super contre-église œcuménique et universelle qui devra se substituer à la Sainte Église catholique. C'est ça le vrai projet œcuménique de la contre-église et de l'ONU. Dans l'esprit de l'ONU, en une phrase, comme je l'ai écrit dans Le complot contre Dieu, c'est « Religion du monde entier, unissez-vous ». Et cela porte un nom, c'est le syncrétisme. Ce syncrétisme, l'ancien dirigeant de l'ONU, Robert Muller, en fait la promotion, comme il a fait aussi la promotion du New Age. Il avait déclaré, Robert Muller, dans les années 1990, je cite, « La paix n'est possible que si le fondamentalisme est dompté par une religion unie qui professe la plénitude de la foi uniquement dans une spiritualité globale, dans le salut et le bien-être de notre planète. » Autrement dit, si l'on décrypte son discours, le fondamentalisme, c'est l'orthodoxie d'une religion. C'est le catholicisme traditionnel, ou l'islam sunnite, par exemple. Et cela doit être donc dompté par une religion unie, une spiritualité globale, qui, pour Robert Muller, est le New Age. Donc, pour Robert Muller, le New Age doit se substituer au catholicisme traditionnel. Mais avant Robert Muller, il y eut au XIXe siècle le célèbre juif franc-maçon très haut degré Albert Pike, qui a écrit dans son célèbre ouvrage Morals and Dogma, je cite, « Le chrétien, le juif, le musulman, le bouddhiste, le disciple de Confucius et de Zoroastre peuvent s'unir comme des frères et se retrouver dans la prière au seul Dieu qui est au-dessus de tous les autres dieux. » Et pour Albert Pike, ce Dieu au-dessus des autres dieux n'est autre que Lucifer, l'ange déchu, qui s'est révolté contre Dieu. Un peu plus tard, début du XXe siècle, Julian Huxley, premier directeur de l'UNESCO, qui avait déclaré
l'Église catholique devra peu à peu être purgée de ses doctrines intransigeantes et particulières. Elle ne conservera que les expressions basilaires de la religion qui puissent être partagées avec une vaste fraternité religieuse et culturelle qui devra inclure tous les cultes et toutes les civilisations. Plus près de nous, en 2014, le politicien espagnol José Luis Zapatero s'est prononcé publiquement pour l'alliance permanente entre toutes les religions sous l'égide de l'ONU. Il y a aussi l'église de Vatican II en 1986, organisée par Jean-Paul II, les fameuses rencontres interreligieuses d'Assise en Italie. Et 8 ans plus tard, toujours sous la présidence, donc en 1994, présidée par Jean-Paul II, la première conférence interreligieuse au Vatican où furent réunies 15 religions ou spiritualités différentes. Si l'on récapitule par rapport à ce projet de syncrétisme religieux qui a été dévoilé pour la première fois par Pierre Virion dans son excellent livre « Mystère d'iniquité ». On retrouve au XVIIe siècle le haut initié Comenius, puis au XIXe siècle, les hauts initiés Saint-Yves d'Alvèdre et Albert Pike. Au début du XXe siècle, Aldous Huxley. Depuis des décennies maintenant, l'ONU comme l'Union européenne. Récemment, Zapatero en 2014. Et puis, l'Église écuménique et non pas catholique de Vatican II, depuis la mort de Pie XII, c'est-à-dire depuis le Concile, c'est-à-dire depuis 1958. Pour l'européiste Javier Solana, qui a d'ailleurs reçu le prix Charlemagne, Israël a un statut assez particulier au sein de l'Europe, alors que pour rappel, Israël ne fait pas partie de l'Europe. Car donc, pour Solana, Israël est membre de l'Union européenne sans être membre de ses institutions. Aucun pays hors du continent n'a le type de relation qu'Israël entretient avec l'Union européenne. Je crois que cela se passe de commentaires. Depuis les accords de Bretton Woods en 1944, la création de l'ONU en 1945, mais aussi de l'OTAN en 1949, chacun a pu constater tous ces coups d'État, assassinats, attentats, meurtres en série. Que ce soit en Chine, puis en Syrie, en Iran en 1953 contre Mohamed Mossadegh, l'année d'après en 1954 au Guatemala, puis en Indonésie, à Cuba, au Congo contre Lumumba, en Irak, en République dominicaine, au Vietnam, la guerre du Vietnam qui a vraiment traumatisé le peuple américain. Je renvoie d'ailleurs à l'excellent film de Michael Cimino, Voyage au bout de l'enfer. Au Brésil, au Laos, au Pérou, en Grèce, au Cambodge, au Chili contre Allende, au profit du dictateur Pinochet, en Argentine, en Turquie, en Pologne, au Salvador, au Nicaragua, en Angola, au Liban, aux Philippines, en Libye, au Panama et en Équateur, en 81, contre Toreros et Aguilera, une pierre deux coups. Puis au Burkina Faso en 1987, avec l'assassinat de Thomas Sankara, quelques mois après seulement son fabuleux discours anti-impérialiste où, à Addis Abeba en Éthiopie, il avait encouragé tous les États africains à refuser le paiement de la dette souveraine. Au Koweït, en Somalie, en Iran, en Irak contre Saddam Hussein, en Bosnie, au Soudan, aux États-Unis d'Amérique avec les attentats du World Trade Center, puis suite aux attentats en Afghanistan, au Pakistan, en Yougoslavie, en Libye contre Kadhafi, en Égypte contre Moubarak au profit des frères musulmans, en Tunisie contre Ben Ali, plus récemment en Syrie contre Bachar el-Assad, et puis en 2013-2014 en Ukraine, afin de ramener l'Ukraine dans le giron de l'Union européenne et puis d'être à la frontière russe dans l'éventualité d'une troisième guerre mondiale. Dans tous ces cas de figure que je viens de citer de manière expresse, on retrouve la patte des États-Unis d'Amérique et de ses services de renseignement, la CIA. Alors évidemment, on vous parlera
de dictateur qu'il faut absolument destituer. On se rendra compte 30 ans après que Muammar Kadhafi est un dictateur. On vous parlera aussi qu'il faut absolument instaurer la démocratie dans ces endroits du monde. On vous parlera aussi d'armes de destruction massive concernant Saddam Hussein, par exemple, comme si les États-Unis d'Amérique et Israël n'avaient pas d'armes de destruction massive. Le véritable but, c'est d'amener dans tous ces endroits du monde le chaos. Et le procédé, c'est l'Ordo ab Chaos. Voilà. C'est d'instaurer un nouvel ordre maçonnique au profit des banques et de la République universelle, afin de construire le fameux temple de Salomon. Le but, c'est le pillage des richesses par le biais de la dette souveraine, en installant des banques centrales et par le biais du bras armé mondialiste qui est l'OTAN. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est Tony Blair qui avait déclaré que l'OTAN est en effet notre bras armé pour le nouvel ordre mondial. L'OTAN est l'armée mondialiste. Il y a une date à retenir, c'est 1972, année où les États-Unis d'Amérique et l'URSS se sont mis d'accord pour un désarmement des nations. Et d'ailleurs, le CFR s'est prononcé officiellement pour ce désarmement des nations et pour que cette armée soit transférée à l'ONU, c'est-à-dire à l'OTAN. Pour rappel, l'ONU fut créée pour instaurer durablement la paix internationale par son arbitrage. Or, depuis sa création, c'est exactement l'inverse qui se produit. On assiste à une accélération du mouvement révolutionnaire mondial. Et la question que nous sommes en droit de nous poser, et qui est parfaitement légitime, c'est à quoi sert-il de poser des règles, toutes ces résolutions, si on les transgresse constamment? Si c'est pour que ce soit les mêmes nations qui les transgressent constamment. Poser la question, c'est avoir la réponse. Ce processus mondialiste s'établit par le mensonge de la paix dans le monde, par le vol en pillant les richesses, les matières premières des États-nations, en endettant ces mêmes nations pour mieux les asservir. Et tout ceci, c'est exactement ce que le Talmud recommande aux Juifs pour dominer les goïms. Nous allons tout droit vers une gouvernance mondiale dont la première étape fut en quelque sorte la conférence de Yalta en 1945, qui scinda l'Europe en deux, l'Est et l'Ouest. L'Est sous la coupe de l'URSS, donc un Est majoritairement communiste, et l'Ouest sous la coupe des États-Unis d'Amérique. USA comme URSS, qui pendant des décennies furent sous la même domination d'une même finance apatride. Ce nouvel ordre mondial, de nombreuses personnalités l'ont appelé de leur vœu. Nous avions James Paul Warburg, qui, je le rappelle, avait déclaré dans les années 50 que nous aurons un gouvernement mondial. La question est de savoir si nous l'aurons par la force ou par le consentement. Il y a aussi David Rockefeller, George Herbert Walker Bush, exactement 11 ans avant les attentats du World Trade Center, le 11 septembre 1990, qui avait employé le terme de nouvel ordre mondial publiquement. Il y a aussi John Kerry, qui est membre de la secte satanique des Skull and Bones, qui est l'actuel secrétaire d'État à la Maison-Blanche, qui a été aussi candidat à l'élection présidentielle des États-Unis d'Amérique. Il y a le banquier Félix Rohatyn, Mikhail Gorbatchev, ancien président de l'URSS, George Soros, financier important, agent du cartel bancaire Rothschild, l'ancien dirigeant de l'OMS, George Brock Chisholm, a fait l'éloge de ce nouvel ordre mondial, tout comme Robert Mueller, ancien dirigeant de l'ONU, ou encore le frère de John Fitzgerald Kennedy, Robert Kennedy, les dirigeants de l'Église romaine de Vatican II, Jean-Paul II comme Benoît XVI, l'européiste espagnol Juan Manuel Barroso, le britannique Gordon Brown, mais aussi les Français François Hollande, Nicolas Sarkozy, Dominique Strauss-Kahn, Jacques Chirac, François Fillon et bien sûr l'incontournable promoteur du village global, Jacques Attali. Si on devait faire un petit récapitulatif, mise sous tutelle de l'Union européenne par les États-Unis d'Amérique, plus
Montée en puissance des institutions supranationales au détriment des nations, sous contrôle des cartels et des multinationales donc. Plus destruction totale des nations, sauf une, vous doutez laquelle. Destruction aussi de toutes les religions au profit donc de cette fameuse contre-église œcuménique, de ce syncrétisme religieux. Tout cela ajouté, on en vient au nouvel ordre mondial. Cette unification de l'Europe et cette gouvernance mondiale, ce n'est pas la solution, tout simplement parce que ce n'est pas ce que Dieu a voulu pour les nations et les peuples. Cette unification de l'Europe et cette gouvernance mondiale convergent en revanche avec le messianisme juif talmudique. Ce qu'il faudrait, parce qu'il ne suffit pas de dénoncer, mais il faut aussi proposer et apporter des solutions. Ce qu'il faudrait d'un point de vue purement politique et économique, c'est d'abord sortir de la zone euro. Récemment, nous avons eu un exemple qui a très bien marché, c'est celui de l'Islande, qui est sorti de cette zone euro et qui a refusé de payer cette dette qui est parfaitement illégitime. Et depuis, l'Islande se porte bien mieux. Alors, vous me direz, oui, mais la France, ce n'est pas l'Islande. Il y a aussi, c'est vrai, une chape de plomb, un pouvoir, des lobbies qui sont chez nous surpuissants et qui ne le sont peut-être pas en Islande. Ce qu'il faudrait, c'est d'abord, dans un premier temps, retrouver une économie saine et cela passe par le contrôle de son crédit et cela passe aussi par l'abrogation de cet article 25 de la loi Pompidou-Rothschild de 1973. Il faudrait en finir avec tous ces faux principes maçonniques de démocratie, de laïcité, de droits de l'homme, de lutte contre les discriminations, de multiculturalisme, etc. Et tous ceux aussi qui en font la promotion. Donc toutes ces structures maçonniques comme l'Union européenne, les Nations unies, l'OTAN, voilà, dont nous devons absolument sortir si on espère une résurrection de la France. Ce qu'il faudrait, ce sont donc des nations souveraines et unies, mais par la chrétienté, avec des gouvernements patriotes qui agissent dans l'intérêt général, dans le bien commun, qui est pour principe la justice et le bien commun, mais aussi la charité. C'est-à-dire qui se soucient que les peuples aillent vers Dieu, qui est une relation donc verticale et pas simplement horizontale. C'est d'ailleurs le franc-maçon Léon Bourgeois qui parlait de substituer la solidarité à la charité, pour qu'il y ait une relation simplement horizontale de l'humain à l'humain et non plus de l'humain à Dieu, d'où l'éradication de la religion dans la société. C'est un chef d'État souverain restaurant la royauté du Christ qui est le roi des nations. C'est un Clovis qu'il faut pour la France et par extension pour le monde, et un peuple soumis à Dieu qui s'élève par ses vertus, qu'elles soient surnaturelles, mais aussi naturelles. Et pour tout catholique, cela passe par la prière, la pénitence et le devoir de vérité, la vérité qui rend libre. Car, comme l'a très bien écrit Saint Pie dans sa lettre sur le sillon, il n'y a pas de vraie civilisation sans civilisation morale, et pas de vraie civilisation morale sans la vraie religion. Par conséquent, la solution tient donc dans la devise de ce même Saint Pie, Omnia instaurare in Christo, tout restaurer dans le Christ. Ce sera mon mot de la fin. Je recommanderais volontiers aussi certains très bons livres pour ceux qui veulent étudier un peu plus en profondeur ces sujets, particulièrement ceux de Pierre Virion, Mystère d'iniquité, bientôt un gouvernement mondial, Maçonnerie et secte secrète d'Epiphanus, qui m'a beaucoup apporté, mais aussi Une main cachée dirige de Jacques Bordiot. Et puis, mon dernier livre est la synthèse de tout ce complot talmudo-maçonnique, de ce mondialisme en cours. Je me suis appuyé sur les précédents ouvrages et sur bien d'autres pour faire cette étude la plus complète possible sur le sujet, bien plus complète que mon intervention ce soir. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre.